Selon le rapport du système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant SIDOF, 34 145 cas de violences sexuelles sur mineurs ont été enregistrés au cours de ces 3 dernières années. Du 1er janvier au 1er septembre 2021, 26 cas de viols sur mineurs ont été déclarés dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces chiffres sont impressionnants et nous interpellent tous. Oui, le viol, c'est un sujet tabou. Mais à un moment donné, il faut en parler. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Huguette Bokpanya-Kadja. Elle est juriste et secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme. Bienvenue dans votre émission Regard de la loi. Merci de me recevoir sur votre plateau et je salue tous les téléspectateurs de l'ORTB. Pour planter le décor, voici le témoignage du jour. C'est l'histoire d'une fille violée, désorientée et d'une mère inconsolable. Avec beaucoup de courage, elle nous confie ici leur mésaventure. À l'ombre de cet arbre se repose une mère, sa fille et son petit-fils. Tout commence le jour où Adjoa rejoint la famille de sa mère pour y continuer les études. Adjoa, un soir, sera victime de viol de la part de son cousin de 22 ans. Adjoa, elle, n'en a que 14. Adjoa, raconte-nous ce qui s'est passé. Une nuit, il m'a demandé de me coucher de force et qu'il allait me frapper si je refusais. Il m'a ensuite poussé par terre et s'est jeté sur moi. Il n'y avait que nous deux dans la chambre. Elle devient alors la proie parfaite pour son bourreau. Celui-ci n'hésite pas à se servir chaque soir selon son appétit et son bon vouloir. La mère d'Adjoa décide d'aller chercher sa fille afin qu'elle passe les vacances scolaires à ses côtés. Surprise, elle retrouve sa petite Adjoa chétive, trimballant tout le temps une fatigue anormale pour son jeune âge. Après une consultation médicale, maman Adjoa apprend que sa fille est enceinte de 6 mois. Je lui ai demandé qui était l'auteur. Nous nous sommes donc rendus chez ce dernier, accompagnés d'une de mes sœurs. Sur place, j'ai décidé de leur laisser ma fille et de la reprendre seule après son accouchement et ils se sont opposés. Je me suis retrouvée en pleurs quand j'ai vu le bébé. Mère à 14 ans, envers et contre son gré. La famille maternelle de Adjoa, au-delà de cet acte ignoble posé par un des leurs, elle décide de faire épouser Adjoa à son bourreau de gré ou de force. Je refuse que ma fille aille sous le toit d'un homme à cet âge. Ce refus de maman Adjoa va lui coûter cher, très cher. Selon nos dernières informations, elle aurait été battue par sa propre famille. Son crime, protéger son enfant et son petit-fils. Merci à Rebecca Kenyamne qui nous a recueilli ses propos. Alors, maître Huguette Bokpanya-Kadja, vous êtes femme, mère de famille et juriste. Décrivez-nous un peu le sentiment qui vous anime actuellement après avoir suivi cet élément. Oui, je dois vous dire que c'est une histoire qui m'a profondément choquée. Non pas que je n'ai pas l'habitude de l'entendre, mais disons à chaque fois, un cas de plus est toujours pour moi un cas de trop. C'est une plaie de notre société sur laquelle il nous faut nous pencher à la fois par le biais d'une sanction exemplaire, parce que tant qu'on ne va pas sanctionner, le sentiment d'impunité va se perpétuer et l'impression qu'on peut procéder ainsi sans qu'il n'y ait de conséquences va perdurer. Quand elle parlait, le mouvement des mains, on sentait que c'était quelqu'un qui était tourmenté, quelqu'un qui avait du mal à rester calme, quelqu'un qui avait du mal à se contenir et qui avait du mal aussi certainement à exprimer ce qui s'est passé. Moi, ça a été pour moi le signal d'une détresse psychologique. Dès que nous avons été informés, la présidente et moi avons décidé de prendre ce cas en main. Donc nous avons reçu la maman, nous avons reçu la fille, nous avons vu un magnifique bébé. L'Institut s'est constitué aux côtés de la maman qui agissait pour le compte de sa fille et nous suivons le dossier de très près.
Étant donné que la plupart des viols ont lieu dans des endroits fermés, est-ce que le seul témoignage d'une petite fille peut suffire à déclencher une procédure? C'est une matière qui exige également des preuves. Donc, il y a le témoignage de la victime, mais il y a aussi les certificats médicaux qui établissent, puisque en matière de viol, il faut un acte de pénétration. Mais il faut préciser que même si c'est une pénétration superficielle, si je puis ainsi dire, ça sera quand même retenu, le viol sera quand même retenu. C'est vrai que très souvent, d'ailleurs, les victimes, surtout quand elles ont un certain âge, c'est-à-dire l'âge de la puberté par exemple, elles ont tendance, dès qu'elles rentrent du lieu où le viol a été commis, elles ont tendance à jeter leur slip ou à le laver. Évidemment, si c'est une mineure, il faut qu'il y ait une personne majeure, soit son père, soit sa mère, soit son tuteur, soit l'assistant social qui l'accompagne dans les déclarations qu'elle va faire. Quelle peine encourt un violeur de mineur? Quand c'est une personne adulte qui est victime, c'est une réclusion criminelle de 5 à 10 ans, avec une amende de 500 000 à 2 millions. Ça, disons que c'est la peine générale. Si la victime est une mineure de plus de 13 ans, c'est la même peine. Donc, la peine est aggravée. Quand on compare la peine, si c'est un adulte victime, 5-10 ans, avec mineur entre, on va dire, 13 et 18 ans, là, ça devient 10 à 20 ans. Quand on descend en dessous de 13 ans, là, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Cela peut s'ajouter aux besoins, selon les circonstances, des peines privatives de droits civiques, droits civils, droits de famille. La loi a-t-elle prévu des sanctions lorsqu'on est témoin d'un tel acte et qu'on ne dénonce pas? Quelqu'un qui apprend ou qui constate qu'un viol est sur le point de se commettre ou qu'un viol est en train de se commettre a l'obligation de dénoncer. Parce que s'il ne dénonce pas, il sera considéré comme n'ayant pas assisté une personne en danger ou même si certaines circonstances sont réunies, pourrait peut-être même glisser dans la catégorie du complice. Alors dites-nous un peu quel rôle joue l'Institut dans la prise en charge et la réhabilitation de ces femmes violées. L'Institut a 3 volets de prise en charge médicale et psychologique de l'enfant, assistance juridique et judiciaire qui va consister à se mettre aux côtés de celui qui exerce la tutelle sur l'enfant pour assister l'enfant en justice. S'ils sont indigents et n'ont pas la possibilité de payer les frais de justice, l'Institut va le faire. La personne qui exerce la tutelle sur l'enfant, qui a la capacité de garder l'enfant, va être assistée financièrement grâce au fonds d'assistance aux victimes de VBG. L'Institut national de la femme est en train de mettre en place un service d'écoute des victimes, d'accueil et d'écoute des victimes au siège de l'Institut ici à Cotonou, qui sera doté d'une ligne verte. Nous ne saurions terminer cet entretien sans la question du jour. Bonjour Maître Beaupère, je suis Sandra Adjaro, activiste des droits humains. Depuis 2020 que nous nous sommes mis dans ce combat, nous sommes très satisfaits des différentes sanctions infligées au bourreau. Mais les cas les plus récents qui nous attristent le plus, c'est les viols ou agressions sexuelles exercées par certains parents sur leur propre progéniture. Alors moi, ma question est la suivante. Quelle prise en charge pour la mineure violée par ses propres parents? Madame Sandra Adjaro, vous avez posé une question vraiment épineuse. C'est une double douleur psychologique. Parce que l'enfant ne comprend pas en fait. Pourquoi est-ce que son propre parent lui ferait mal? Et vous savez, ce sont des situations tellement délicates. Il nous est arrivé déjà d'avoir une situation comme ça où la mineure, après avoir été violée par son père, quand nous sommes allés en justice, il y avait la mineure, il y avait sa grande sœur. C'est une situation dans laquelle la maman n'était plus là, par exemple. Donc, la maman étant absente, devant le tribunal, les mineurs ont supplié, la mineure victime et sa grande sœur ont supplié le tribunal de ne pas mettre leur papa en prison, en leur disant que depuis
que leur père avait été arrêté, elles étaient en hébergement auprès d'une ONG et que la vie là-bas ne leur était pas facile du tout et qu'elles préféraient retourner à la maison avec papa et que papa promettrait de ne plus leur faire mal. Donc c'est vous dire à quel point c'est complexe. Actuellement, pour dire la vérité, il y a des lieux d'hébergement provisoire des enfants au niveau de quelques CPS et avec la bonne volonté d'un certain nombre d'ONG. Soit avec d'autres parents, c'est-à-dire on va essayer de continuer de placer l'enfant dans un milieu familial sécurisé, soit chez lui avec la mère, soit avec des tantes, soit avec une grand-mère, soit avec un parent. Ensuite, cet enfant a besoin d'une prise en charge psychologique sérieuse, d'un suivi psychologique sur une longue période. Et donc, c'est autant de mesures que nous prendrons pour que ce suivi soit fait pendant le temps qu'il faudra. Et il faudra vraiment tout doucement ramener cet enfant parce qu'un enfant qui est dans un tel état perd complètement confiance en lui et peut-être que sa scolarité va être perturbée. Et donc, il faudra vraiment un suivi avec un assistant social pour pouvoir progressivement ramener cet enfant dans un cadre de vie normal, à une scolarité normale ou à une formation normale. Ça dépend de du cursus scolaire dans lequel l'enfant était. J'avoue que la loi est très sévère. Elle sera appliquée de façon implacable, mais c'est vrai aussi qu'il y a des conditions de protection et de suivi de l'enfant qu'il faut mettre en place à côté. S'il vous était donné de faire un appel pour une révision de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012, que demanderiez-vous? Moi, pour être honnête, je vous dirais que je n'ai rien à reprocher à cette loi. Je ne demanderai pas qu'on change la loi. En fait, je travaillerai à ce que les mesures d'accompagnement de l'application de la loi continuent d'être prises. Nous avons besoin de beaucoup de psychologues parce que la prise en charge psychologique, je dois pouvoir la faire à Tukuntuna, je dois pouvoir la faire à Materi, je dois pouvoir la faire à Ketu, à Porto-Novo, à Djohou, à Zobri, c'est partout. Donc, c'est autant de besoins. On va travailler à mettre en place les mesures qui vont permettre que les femmes ne soient pas découragées de saisir la justice. Ce sera tout pour ce numéro consacré au viol en République du Bénin. Le viol, ça n'arrive pas qu'aux autres. Cela peut vous arriver ou à l'un de vos proches. Agissons ensemble pour lutter contre ce type de violation de droits humains. Vous pouvez également nous écrire sur le 90 93 35 53 ou simplement laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Au regard de la loi. Au regard de la loi, c'est terminé. À très bientôt.